De temps en temps, il faut savoir partir loin pour se retrouver soi-même. Ça tombait bien puisqu'au fond d'un garage, un vieux VTT me faisait de l'œil et ne demandait qu'à se dégourdir les roues. Quelques coups d'huile de coude et de peinture plus tard, et me voilà prêt à voyager. Direction l'Asie du Sud-Est, et plus précisément la Thaïlande, endroit idéal pour commencer à pédaler grâce à une facilité de voyage déconcertante. Les premiers jours ne sont toutefois pas des plus simples, le temps pour moi de me mettre en mode voyage et de prendre mes marques. Parti la fleur au fusil, je m'aperçois rapidement que le choix des itinéraires, le relief plus que montagneux du nord du pays, ainsi que cette chaleur moite permanente, sont parfois assez violents tant pour le physique que pour le mental. Mais au fur et à mesure des kilomètres, je prends mes marques et me sens comme un poisson dans l'eau, à quelques milliers de kilomètres de chez moi. Après m'être tranquillement laissé bercer par le courant du Mékong, me voilà au Laos. Ce pays, bien moins touristique que son voisin, a su préserver de vrais endroits paradisiaques et garder ainsi une vraie authenticité. Le Laos est pour moi la définition saisissante du fameux principe de sobriété heureuse de Pierre Rabhi. Malgré une pauvreté indéniable, les sourires sont sur tous les visages. Les sabaïdis fusent à longueur de journée, l'accueil et l'entraide sont omniprésents. Toute cette énergie positive rend le pédalage fort agréable. Si la richesse d'un pays se calculait en fonction du SNB, sourire naturel brut, nul doute que le Laos ferait course en tête. Le cœur chargé d'ondes positives, je me dirige tranquillement vers la frontière cambodgienne, toujours accompagné d'un soleil de plomb et sans un seul nuage. Ce pays reste bien marqué d'une cicatrice pas encore fermée de sa douloureuse période de Pol Pot et des Khmers rouges. La Thaïlande du Sud et ses paysages paradisiaques, ainsi que la Malaisie, réel carrefour de culture, m'accompagnent durant les semaines qui suivent avant que je mette une roue à Singapour, site et état complètement démentiel comparé à ses voisins. Sans prendre le temps de souffler, je m'envole pour l'Australie, et plus précisément la Tasmanie où je retrouve mon cousin. Dans un premier temps, je troque mon vélo contre une paire de chaussures de rando, afin de nous en prendre plein les yeux lors d'un trek d'une semaine en montagne. Nous terminerons notre virée sur l'île par un circuit côtier grâce à un deuxième vélo acquis sur place pour mon cousin. Et c'est très courageusement que celui-ci me fera l'honneur de m'accompagner sur ce vélo pourtant pas vraiment équipé pour. Un bout de mer à traverser et me voilà en terre kanak, où la découverte de cette île riche en culture et tradition me laissera des souvenirs impérissables. Et même si j'y serais bien resté plus que de raison, le Canada et ses grands espaces m'appelaient. Parti de Vancouver en Colombie-Britannique, je me prends à rêver au milieu de ces magnifiques massifs des Rocheuses que je traverse. J'essaie alors de prendre mon temps afin de profiter de chaque moment et de chaque recoin que m'offrent ces paysages grandioses. La joie est de courte durée, car malgré les nombreux avertissements, je ne m'attendais pas à ce que les prairies de l'Alberta et du Saskatchewan soient aussi plates, longues et ennuyeuses. Heureusement pour moi, les premiers lacs et collines du Manitoba pointent le bout de leur nez. Malgré des routes toujours aussi larges et rectilignes, les paysages se font bien moins monotones et bien plus agréables à rouler. New York et la folie américaine se profilent à l'horizon. Une fois Montréal, puis New York rallié, je jette mon vélo dans un train direction le fameux Grand Sud-Ouest américain et ses époustouflants parcs nationaux. Je ne saurais trop dire qui des parcs ou des routes qui m'y amènent m'auront procuré le plus de plaisir. Toujours est-il que malgré une fréquentation indéniable, ces grands espaces américains regorgent de coins cachés et préservés qui en font la beauté et le charme d'un pays aux 1000 facettes. Après cette grande bouffée d'air pur, direction la côte ouest et plus précisément San Francisco et son si photogénique Golden Gate, pour retrouver cette magnifique route côtière de la Big Sur qui m'amène après un dénivelé assez impressionnant aux portes de Los Angeles où mon avion pour la France m'attend. Bien qu'il soit source d'épanouissement total, le voyage à vélo n'est pas forcément de tout repos, et oblige aussi à puiser pas mal dans les réserves. Ce n'est donc pas un secret qu'après une bonne journée à pédaler, le repos du guerrier soit plus que mérité. Toujours est-il qu'il n'est pas forcément évident de se trouver un endroit calme pour recharger les batteries. Et lorsque ce fameux temps de pause peut rapidement transformer une nuit calme et tranquille en un long moment de galère, synonyme de fatigue à suivre, la recherche d'un lieu pour planter sa tente ou tendre son hamac peut rapidement devenir une enquête de voisinage plus ou moins poussée. C'est donc avec une motivation intéressée que j'essaye chaque soir de me trouver au mieux un petit coin de paradis.
Et quand la tâche s'avère plus compliquée que cela, on peut toujours compter sur le soutien sans faille de la population locale. Un poste de police provisoire, un simple matelas posé au sol chez l'habitant ou dans une caserne de pompiers, ou encore une nuit dans un lieu de culte en tout genre, et le tour est joué. Alors, après avoir trouvé un endroit bien à l'abri, tant des intempéries que des regards curieux, mais également du vent et de l'humidité pour s'éviter un séchage fastidieux de la tente le matin, il est aussi nécessaire de penser à se nourrir. Et si l'Asie en était le paradis par la variété, la quantité mais aussi le prix de son alimentation, les 6 derniers mois ont dû être plus organisés et rigoureux en termes de cuisine. Mais nul besoin d'être un cordon bleu, ou de se serrer la ceinture non plus. Avec un réchaud capricieux, ou même un simple feu, il suffit de s'armer d'un peu de patience, d'adaptation et d'imagination afin d'avoir un résultat plus que correct. Ce ne seront sans doute que de simples visages pour vous, mais je ne pouvais imaginer passer à côté d'un hommage digne de ce nom pour toutes ces rencontres partagées. Ces visages que vous voyez là sont ceux qui ont rendu mon voyage si formidable. Ce sont eux qui ont forgé mon itinéraire et qui sont à l'origine d'une année inoubliable pour moi. Il y a Diego et Marina, un couple d'Espagnols entrevus, rencontrés et retrouvés tout au long de ma boucle asiatique, avec qui j'ai croisé des personnes d'une générosité et d'un accueil incroyable. Mais aussi Léonie et Philippe, des Allemands avec qui nous avons partagé des moments forts de solidarité et d'entraide sur les pistes laotiennes. Et puis Vincent, Pauline, Gord, Barbara, Jim, Laurent, Adriane, Aîné, Sonny, Brigitte, Mike, et j'en passe des dizaines et des dizaines, dont certains noms m'échappent hélas, qui, intrigués par ce vélo pas tout à fait comme les autres, parfois même attelés d'un canot, ont su ouvrir les portes de leur maison, les portes de leur cœur, alors que rien ne les en obligeait. Que ce soit une invitation à dormir, un bout de repas partagé, une réparation offerte, une discussion échangée ou un cadeau donné de bon cœur, comme une casquette contre le soleil, de la nourriture, une pagaie, une liseuse électrique, du chocolat, de l'eau, une fleur, un dessin, une balle de baseball, un t-shirt. Cela m'a incité à poursuivre ma route toujours plus loin. Alors, à tous ces visages croisés durant cette année de pédalage, je voudrais dire merci. Merci de m'avoir fait ouvrir bien grand les yeux sur la réelle nécessité de cette planète. Merci de m'avoir fait comprendre que nous ne sommes vraiment pas grand-chose seuls et que l'égoïsme et l'indépendance ne sont absolument pas les solutions aux maux de la société actuelle. Merci à vous de m'avoir permis de grandir intérieurement. À toutes ces personnes rencontrées, par cette pensée, j'aimerais leur dire que je ne suis pas prêt de vous oublier. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
Sur ma route pour l'Amérique du Nord se dresse bien fièrement un petit archipel d'îles au milieu de l'océan Pacifique. Intrigué par cet endroit revendiqué par les uns et les autres il y a fort bien longtemps, comme faisant partie intégrante de la France, je m'y suis posé le temps d'une découverte fort étonnante et bien inattendue. La Nouvelle-Calédonie, c'est tout d'abord ses innombrables sculptures, témoignage que les vieux restent bien présents, fiers et solides. C'est aussi la confection d'objets grâce à diverses méthodes ancestrales, comme le tissage des feuilles de palmier, ou encore le tapa, ce tissu réalisé à partir d'une écorce végétale. Cet artisanat local nécessaire à la fameuse coutume kanak, tradition qui perdure de génération en génération. Les danses polynésiennes lors des nombreuses foires et rassemblements, les trophées de chasse caldoche, les lieux sacrés atypiques ou encore la biodiversité font partie intégrante du paysage calédonien. Sans oublier le théâtre désolant de l'exploitation massive et dévastatrice des montagnes à la recherche du moindre gramme du précieux nickel tant convoité par la Chine voisine. Mais c'est aussi un super endroit où pédaler qui regorge de paysages fantastiques, parfois hors du temps et qui font le charme de cette île. Mais la Calédonie comme je l'ai vécue, c'est aussi celle de la tribu de Kaora, celle de Vincent Urisuke, chef de tribu et père bienveillant d'une famille en or, avec qui j'ai eu la chance et le privilège de vivre une quinzaine de jours. Je ne suis pas allé dans ces 6 paradisiaques îles de loyauté qui font la convoitise de tant d'attractions touristiques, mais ce que j'ai vécu avec cette famille vaut tout l'or du monde. Ici, la vie est rythmée selon les envies et les nécessités du moment, pas de place pour le superflu. Et comme toute famille de pêcheurs qui se respecte, la journée tourne assez régulièrement autour de la pêche. À moitié breton, j'ai dû puiser très loin dans mes gènes afin de faire ressortir le marin d'eau douce qui sommeillait en moi depuis fort longtemps. Mais grâce à des professeurs d'une pédagogie hors norme, la transformation s'est opérée. Et ce, malgré la présence assez régulière lors de nos sorties en mer de bon nombre de requins et autres mammifères pas très rassurants, à l'affût d'une proie facile. Après plusieurs mois de pédalage, cette pause kanak à vivre au rythme de cette nouvelle famille d'adoption a été une véritable bouffée d'air frais et synonyme de belles images gravées à jamais. From the mountains I chant and me people are vibing. Cassava royal my planting. Seeds I people are sowing from food they are reaping. The same chant they are chanting. Embarqué sur la traversée d'ouest en est du Canada, dans le but de faire une surprise à mes parents en vacances à Montréal, je ne pouvais imaginer passer à côté du sport national, le fameux canot camping. C'est donc sur Kijiji, l'équivalent du Bon Coin canadien, que je trouve un bon vieux canot de 14 pieds de long pour une bouchée de pain. Avec l'aide de son ancien propriétaire, un réel Bob le bricoleur au cœur sur la main, je confectionne un petit trailer qui me permettra de tirer l'embarcation avec 10 jours de vivre jusqu'au parc Algonquin. Après 2 jours à traîner pas loin de 100 kg au total, au risque d'accélérer l'usure des souliers de fortune de mes porte-bagages, j'arrive plein d'incertitudes à l'endroit tant attendu pour mettre le canot à l'eau. Une partie de Tetris plus tard, afin que vélo, ravitaillement et affaires puissent rentrer sans encombre dans le canot, et me voilà fin prêt à attaquer les quelques 200 km qui me séparent de ma destination finale. Muni d'une simple carte et d'un topo de la rivière, j'entame d'abord mon aventure par 2 jours de navigation paisible à travers le somptueux parc national dans un calme olympien. Pagayer au milieu d'un paysage tiré tout droit de films hollywoodiens, et m'imaginer sur les traces des premiers explorateurs européens lors de la découverte de ce vaste territoire il y a plus de 500 ans, étaient des fantasmes qui étaient à présent réalité. Mais assez rapidement, les premiers rapides me rappellent à l'ordre, afin que la confiance que j'avais gagnée à grands coups de pagaie lors de ces premiers jours ne se développe pas trop. Le résultat des courses pouvant parfois être assez déprimant lorsque le canot subit la triste loi de l'inondation. Très peu équipé contre cette immersion totale non prévue, je me retrouve à devoir essayer de faire sécher nourriture et matériel. Fort de mes dernières expériences, me voilà reparti sur la très esthétique Madawaska River, dans l'optique d'éviter désormais un maximum de passages critiques. Mais certains éléments étant infranchissables avec mon canot de fortune, le courage et la détermination d'un cyclo ont dû être décuplés, afin de me permettre de faire avancer cette embarcation pas du tout prévue pour ce genre de descente de rivière. La suite sera bien plus tranquille, alternant pagayage, portage, pêchage et contemplation de la nature toujours plus incroyable d'un jour à l'autre, et offrant chaque soir des lieux de bivouac idylliques.
Si le voyage à vélo est un générateur d'émotions fortes, il est également source de grands moments de solitude face à des situations pas toujours confortables et où le moral est régulièrement mis à rude épreuve. Parce que oui, même quand tout va bien, plusieurs facteurs sont sans cesse en train de vous rappeler que vous êtes simplement les fesses posées sur une selle et non pas assis confortablement dans une voiture. Alors quand les éléments de la nature se déchaînent, il faut s'armer de patience pour attendre que cela passe. Entre les pluies tropicales calédoniennes, les trompes d'eau canadiennes, les chaleurs étouffantes et humides d'Asie du Sud-Est, ainsi que les chaleurs sèches du Utah, le brouillard frigorifiant des montagnes du Laos ou encore des températures souvent négatives des parcs nationaux américains, les moments de répit ne sont que rares pour le cyclo. Et oui, même quand Mère Nature nous accorde un temps mort météo, elle nous rappelle rapidement qu'elle reste une très grande dame par ses nombreuses côtes et montées, mais aussi par ses chemins escarpés, défoncés et abîmés, parfois parsemés d'obstacles, le tout afin de s'assurer simplement de couper une routine qui pourrait paraître ennuyeuse. Pas facilement explicite à travers une photo, il serait dommage d'oublier ce vieil ami de tout bon cyclo, le vent. Et oui, bien que souvent discret, il est maître en la matière pour vous rappeler qu'il peut rapidement transformer une étape agréable et paisible en un bon moment de galère. Ce n'est pas un mythe, le vent souffle très rarement dans le dos d'un cyclo. À côté de cela, les autres aléas ne sont que anecdotiques et d'une simple banalité routinière. Poussière, pollution en tout genre, crevaison, entretien de fortune, réparation, ajustement, casse, et j'en passe. La route offre des souvenirs impérissables, mais cache surtout des situations qui peuvent rapidement tourner au cauchemar et que, avec nos 20 km de moyenne, nous ne pouvons pas forcément toujours maîtriser. C'est grâce notamment à elle que je me suis mis à devenir méfiant de toute forme animale et craintif de nos gentils amis les chiens, plus préoccupés à essayer de nous croquer les mollets qu'à avoir une caresse amicale. Même un chimpanzé agité à la vue d'un sachet plastique accroché aux sacoches paraît être un enfant de cœur à côté. Le pire étant sûrement le plus petit de tous, le moins visible mais le plus sonore, le moustique. Celui qui vous suit inlassablement, sans relâche, à l'affût du moindre recoin de peau dégoulinant de sueur, et propice à un bon festin de roi. Moins contraignante, mais toujours un peu délicate, la communication. Qu'elle soit en direct avec les locaux ou à distance avec la famille, elle n'est pas toujours tâche aisée. Dans certains cas même, il est très difficile de se faire comprendre et de rentrer en contact. Allez, et pour ceux qui hésitent encore à enfourcher la petite reine, sachez que prendre l'avion avec son vélo en soute est une réelle partie de plaisir. Bien qu'un poil sadomaso, il est très facile de comprendre le cyclotouriste dans sa démarche de voyage. Et malgré toutes les difficultés et les imprévus que l'on peut rencontrer au cours d'une année, le jeu en vaut bien la chandelle par les paysages époustouflants que la Terre nous offre chaque jour. Alors, quand la météo peut changer du tout au tout la physionomie d'une journée à pédaler, un simple rayon de soleil, un sourire ou encore une odeur particulière peuvent également inverser la vapeur et rendre une journée inoubliable et ainsi donc connaître le très bon côté de cet ascenseur émotionnel. Pour cela, laissons donc à Confucius la vérité de son proverbe. Une image vaut bien 1000 mots.
Bien que préparé à ce retour à la réalité, tant redouté par bon nombre de voyageurs, je ne voulais pas arriver directement au bout de ma rue. C'est donc avec beaucoup de courage et un brin d'insouciance que mon père et mon frère ont accepté cette proposition un peu folle de m'accompagner sur la dernière étape de mon voyage. Nous voilà donc partis de chez ma grand-mère, du côté de Bordeaux, direction le bout de ma rue, le bout de notre rue, l'Alsace. Les premiers coups de pédale pour mes deux compères se font donc sur les longues pistes cyclables rectilignes landaises, terrain de jeu rêvé pour débuter tout en douceur un périple de près de 900 km. Et assez rapidement, les premières côtes ne tardent pas à pointer le bout de leur nez, accompagnées de leurs conséquences qui se font donc assez rapidement ressentir. Il en fallait cependant bien plus à mes valeureux compagnons pour se laisser abattre. Et c'est le moral gonflé à bloc que l'on attaque la longue ascension du plateau des 1000 Vaches, véritable étape montagneuse de notre grande diagonale que nos mollets garderont longtemps en mémoire. Les premières journées bien ensoleillées et encore très douces pour la saison laissent rapidement place à la grisaille et aux nuages qui ne tarderont pas à se déverser sur nous, rendant ainsi la tâche moins enthousiasmante que prévu. Pas mécontents de quitter la Corrèze, ses côtes et ses trompes d'eau, nous continuons notre aventure cap à l'est et bien mouillée. Ce petit passage ayant laissé quelques traces, et par faute de temps, nous sautons donc dans un train afin d'éviter une portion de route réputée accidentogène. Nous débarquons à Chalon-sur-Saône afin de retrouver la fameuse Eurovélo 6, voie cyclable très agréable entre plaine et colline tout au long de voies navigables. La Saône, puis le Doubs, et enfin le canal du Rhône-Rhin nous permettent de s'assurer de belles journées sans grand dénivelé. Et même après plusieurs milliers de kilomètres dans les jambes, à travers des paysages si variés et différents, je n'arrive pas à me lasser des panoramas qui nous accompagnent. En cette fin d'automne, les couleurs, baignées d'une luminosité parfois féerique, rendent la nature d'une beauté singulière et enivrante. Au bout de ma rue, se rapprochant un peu trop vite, je décide de me séparer de mes compagnons au niveau de Guebwiller, afin de filer au fond de la vallée et monter sur les crêtes. Après une dernière nuit d'anthologie sous la D430 juste après la Hautenbach, je rejoins les si belles et si photogéniques crêtes vosgiennes afin de retrouver le plaisir de déguster un bon repas marquaire en présence de quelques fidèles amis retrouvés. Le ventre bien plein, la tête et le cœur chargés de belles images et de beaux souvenirs, me voilà donc revenu au bout de ma rue.